Je suis vraiment ravie de vous avoir là. Je ne vous vois pas tous et toutes, mais j'ai l'essentiel. Vraiment bienvenue pour cette table ronde que du coup m'a proposé l'Alliance internationale de l'édition indépendante, que je remercie. Et du coup, j'ai eu envie voilà, de créer une rencontre autour de faire entendre les voix dominées, puisque c'était on va dire, l'idée de réfléchir dans ce contexte éditorial qui est de plus en plus, on va dire, concentré et standardisé, à voir comment il est possible aussi de faire publier et connaître d'autres pensées, d'autres visions du monde, de traduire d'autres langues. Et j'avais très envie de donner la parole à justement des gens qui ont réfléchi ces questions et qui ont des expériences aussi à relater dans le contexte éditorial. La table ronde, j'avais envie de faire entendre à la fois justement des maisons d'édition, des initiatives qui permettent de faire entendre d'autres langues, d'autres discours, certains parfois dissidents, parfois réprimés, que ce soit politiquement, linguistiquement parlant ou culturellement également. Je vais présenter rapidement les invités, toutes des femmes. Je les prends dans l'ordre où elles apparaissent face à moi, hein, je vous le dis. Clara Nisoli, qui est une des cofondatrices de la revue Café, qui est née, je dirais, en partie, mais pas uniquement, et qui s'est ouverte, mais en tout cas au sein de l'INALCO. Donc, Café, c'est collecte aléatoire de fragments étrangers, et c'est une revue qui met en valeur les littératures moins traduites, traduites depuis des langues dites minorées, notamment dans le domaine éditorial. Elles peuvent être très parlées, mais très peu publiées. Et Clara est traductrice du grec moderne. Voilà. La revue est publiée depuis 2019. Elle a publié 7 numéros. Donc, je vous en mets quelques-uns à l'écran. Ça, c'est Feu. J'ai Naufrage. Le dernier est consacré à Résistance et on en parlera. Et c'est une revue qui a initié aussi pas mal, je dirais, d'initiatives avec d'autres éditeurs dont on pourra parler, notamment autour de la poésie palestinienne. Et j'ai vu dans l'assistance pas mal de jeunes traducteurs et traductrices qui participent à la revue. Voilà, c'est super. Ensuite, je vois Xenia de Hering, qui est actuellement ingénieure de recherche qui travaille au CESMA et qui a soutenu une thèse en sociologie à l'EHESS qui s'intéressait en fait à un best-seller en tibétain qui parlait entre autres, hein, c'est une autobiographie qui parlait entre autres de l'année 58, hein, qui est l'année, je dirais, mais elle nous expliquera ça vraiment mieux que moi, on va dire alors, je mets beaucoup de guillemets, démocratisation au sein du nord-est du Tibet et qui a été une politique de mise en place de réformes violentes par la Chine et qui avait été restée très longtemps tue. Et il y a eu un auteur qui a écrit Joies et peines de l'enfant Natsang. Et donc, elle a effectué sa thèse sur ce roman qui a eu alors, c'est écrit en tibétain et qui a eu un retentissement tout à fait phénoménal. Et on s'interrogera notamment à comment ça a pu passer les fourches codines, on va dire, d'un régime qui surveille quand même d'assez près les publications. Ensuite, j'ai Sylvia devant mon écran. Donc, Sylvia Chassin est maîtresse de conférences en littérature russe contemporaine et traduction à l'INALCO. Et ses recherches portent entre autres sur tout ce qui est littérature russe de l'extrême contemporain. Elle connaît aussi très bien toutes les questions de littérature féminine et féministe et je dirais la question des institutions littéraires face au pouvoir. Et elle a organisé notamment en 2024 un colloque international Être écrivain, écrivaine sous Poutine, qui, je pense, pourra nourrir la réflexion autour de voilà, faire entendre les voix dominées. Et ensuite,
J'ai Valentina. Bonjour Valentina. Alors, Valentina Peluso est diplômée de l'Orientale, qui est en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, mais qui est l'équivalent, on va dire, de l'INALCO. Donc l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales en Italie, et qui a soutenu une thèse récemment à l'Université Lyon 3, Jean Moulin, consacrée à la poétesse et essayiste tibétaine de nationalité chinoise, Tsering Wasser, et qui était une poétesse, on va dire, bien reconnue dans l'espace, on va dire, chinois. Elle a été scolarisée en chinois. Mais elle a une partie de sa famille au Tibet, enfin, elle est tibétaine aussi. Et à partir d'un de ses ouvrages, Notes sur le Tibet, son rapport au pouvoir a été plus compliqué, on va dire. Et Valentina nous parlera de tout ça. Voilà. Et j'ai aussi des personnes dans le public qui interviendront parce qu'elles s'y connaissent très bien et qui elles parlent, enfin elles ont travaillé pour la revue Café, elles y participent encore. Lola, et si on a le temps, j'espère qu'on pourra donner la parole à Julie aussi, qui a travaillé notamment sur les poèmes anti-guerre en Russie. Donc anti-guerre, enfin, dans cette période de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été relativement claire. Et ben, pour commencer, j'avais envie de donner la parole à Clara Nisoli parce que j'avais envie qu'on commence par, comment dire, une domination qui souvent échappe un peu plus, je dirais, quand on parle de liberté d'éditer, de domination, pense évidemment à des régimes de censure et c'est normal qu'on le fasse, mais on pense moins aussi peut-être au fait que le monde de l'édition est très très largement dominé par les langues occidentales et que les langues sont également minorées dans le domaine éditorial. C'est-à-dire que certaines langues sont très très parlées, mais elles sont très peu publiées. Des études assez récentes montraient que dans tout ce qui se publiait dans le monde, finalement, c'était les 3, enfin, c'était l'Europe avec seulement 3,5% des langues présentes dans le monde qui arrivaient largement en tête. Et du coup, Clara, j'avais envie de te demander de revenir sur la naissance de Café, en fait, et les motivations des unes et des autres à créer cette revue qui donne la parole, en fait, à des poèmes, des formes courtes, également des nouvelles traduites de langues, on va dire, assez peu visibles dans l'espace éditorial habituellement. Oui, bah bonjour, merci Nathalie pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc, tu as déjà un peu présenté la revue, je vais essayer de la recontextualiser. Comme tu le disais, ça a commencé quand on était à l'INALCO, qu'on était tous étudiants et étudiantes en master de traduction littéraire. Et donc, je pense que le point de départ, on peut dire que c'est un peu un point de départ intéressé puisque on traduisait tous des langues qui avaient visiblement pas beaucoup vocation à être publiées. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, alors qu'on avait très envie de faire connaître ces littératures et puis de pratiquer la traduction. Et c'est un peu comme ça, sans vraiment savoir au début où on allait, et ça s'est précisé par la suite, notamment avec beaucoup de nouveaux et de nouvelles venues, on a décidé de créer cette revue dont l'idée était de publier des textes étrangers que nous traduirions et depuis les langues qu'à ce moment-là on traduisait. Donc on était 10 et il y avait moi du grec, puis du kurde, de l'arabe, du tchèque, du finnois, du chinois, du japonais, j'en oublie, mais donc c'était ces langues-là qui ont donné le point de départ. Et ensuite, ça s'est précisé, et ça s'est ouvert non seulement aux langues de l'INALCO, qui était le point de départ, mais à d'autres langues qui ont très peu de visibilité dans le champ éditorial français, mais qui sont pourtant qui sont pas enseignées à l'INALCO parce que c'est pas des langues orientales, comme le breton, le catalan, par exemple. Et donc, assez vite, le projet s'est monté comme une forme de collectif de traducteurs et traductrices qui, a- qui éditait de la littérature étrangère, chacun, chacune dans notre domaine linguistique, et
qui s'ouvrait à d'autres traducteurs et traductrices. Et chaque fois que quelqu'un nous propose un texte et qu'on l'accepte, on l'invite à rejoindre le collectif et à participer à l'édition. C'était dès le début très axé sur les traducteurs et traductrices débutants en voulant donner première possibilité de publication parce que c'est aussi dans la traduction et dans le milieu littéraire quelque chose qui est important d'avoir publié quelque part pour avoir accès à des résidences, à des subventions, à avoir une forme de reconnaissance et pouvoir se lancer. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était très tourné vers le milieu de la traduction. Euh, Ensuite, évidemment, qui était aussi une envie de faire connaître au public français et francophone des littératures qu'il n'a pas du tout l'habitude de lire, puisque, comme tu le disais, Nathalie, il y a des statistiques qui sont assez... donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, la plupart de la littérature étrangère traduite en France est traduite depuis l'anglais. Et ensuite, on a l'espagnol, l'italien et l'allemand. On a aussi le japonais qui est une situation un peu à part parce qu'il y a énormément de mangas, mais qu'on a décidé, nous, d'accepter quand même. Et ensuite, toutes les autres langues, c'est vraiment rien du tout. Avec bien sûr des différences entre le tibétain et le portugais. Mais à un moment, il fallait fixer une limite. Donc, cette limite, c'est celle des quatre langues occidentales hégémoniques, que sont l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand, qu'on a décidé d'exclure pour pouvoir publier tout le reste. Je ne sais pas si je me perds un peu. Euh, et donc, on publie chaque année un numéro autour d'un thème. Donc, le dernier, le, là, c'est Résistance. Et on publie des textes courts et littéraires, avec aussi l'idée d'ouvrir préciser au fur et à mesure. Au début, on a publié des textes courts et littéraires parce qu'on avait ça. Et ça a été beaucoup des nouvelles et de la poésie. Et on en publie toujours pas mal. Mais ensuite, assez vite, dès qu'on a eu des propositions de textes qui sortaient, disons, de ce qu'on imagine habituellement comme étant littéraire, ça nous a paru vraiment résonner aussi avec l'ensemble du projet. Et donc, on a publié des chansons. On a publié, dans le deuxième numéro, on a un traité sur le soufisme du XIIe siècle. Euh, le numéro Feu, peut-être que Julie pourra en parler, on a publié la correspondance d'une autrice avec ses lecteurs sur Telegram. Donc voilà, et l'idée, c'est aussi d'ouvrir, de déshabituer un peu les gens à la fois sur le plan linguistique et à la fois sur le plan des gens littéraires. Et la dernière chose, c'est qu'on publie donc toute la poésie est publiée en bilingue. Et dans la prose, on laisse, parce que ça ferait vraiment trop, mais on met un petit extrait quand même du texte original. Et donc l'idée est toujours de montrer à quoi ressemblent les langues originales et de rappeler toujours aux lecteurs et aux lectrices que ces textes ne sont pas arrivés en français de comme ça, par magie, mais il y a eu un travail de traduction, donc souligner le travail, l'existence du travail de traduction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai raconté tout à fait autre chose. Pardon, c'est déjà une très belle introduction. Et moi, Clara, j'avais envie de savoir, maintenant que vous avez quand même quelques années d'existence avec le collectif et avec la revue, finalement, plus des retours sur la circulation, le public touché. Finalement, s'intéresser aux langues, on va dire minorées, est-ce que c'est un atout? Est-ce que malgré tout, ça reste une petite entreprise collective où il faut donner beaucoup de soi? Comment toucher le public? Comment vous mettez en place tout ça? Voilà, puisque au départ, c'est à la fois un très beau pari, évidemment, moi je souscris à 100%, mais dans la réalisation, est-ce que vous avez trouvé que le public est au rendez-vous? Est-ce que, voilà, un peu parler des défis que ça apporte, des joies et du travail au jour le jour aussi, peut-être. Bah oui, oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on s'est lancé, on savait pas du tout où on allait, on savait pas, on l'a appelé d'ailleurs collecte aléatoire de fragments étrangers. On voulait faire apparaître une notion autour de l'aléatoire parce que on n'était pas sûr
que ça allait continuer. On savait pas quelle régularité ça aurait. Et donc tout ça s'est précisé avec le temps. Je pense que l'originalité et le point fort qu'on a, c'est vraiment ce collectif, le fait que qu'on soit rejoint chaque année par des nouvelles traductrices et des nouveaux traducteurs, mais surtout des nouvelles traductrices, euh, qui sont partout en France, voire dans le monde. Et donc ça permet de multiplier les actions de diffusion. Et donc, bah, par exemple, ce week-end, on était une partie de l'équipe à Bruxelles à un salon qui s'appelle le Poetic Bazar, qui est un salon de poésie. Et une autre partie de l'équipe était un salon du livre qui s'appelle Chez René à Toulouse. Donc, en fait, le fait d'être très nombreux permet aussi de se démultiplier, de démultiplier les énergies. Ça nous permet aussi, puisqu'on, pour le moment, on continue, on devrait continuer pendant encore un moment à s'auto-distribuer et ben d'avoir des gens qui vont pouvoir manuellement, enfin, eux-mêmes aller déposer des revues dans des librairies à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Paris, en Bretagne. Donc je pense qu'on a le collectif nous aide beaucoup pour ça et permet aussi en même temps, comme pas mal d'entre nous ne sont pas forcément des traducteurs et traductrices de leur métier et ont d'autres activités, de croiser les domaines de compétences et aussi de croiser, comment dire, de faire connaître à des gens de leur entourage qui n'ont rien à voir avec la traduction. Euh, donc je pense que notre peur à tous dès le début, c'était de rester cantonné à quelque chose d'un peu universitaire et spécialiste. Donc on tire la revue selon les années entre 500 et 700 exemplaires. C'est pas, on n'est pas sur le point de révolutionner le champ éditorial français. Mais du fait qu'on soit nombreuses et qu'on soit dispersées, qu'il y ait des profils très différents, des âges très différents, qu'on soit géographiquement à différents endroits, euh, et qu'on essaye aussi de faire des événements. On fait beaucoup d'événements, d'ateliers qui sont autant dans des milieux scolaires que dans des bars, que dans des librairies. Euh, Moi, c'est un peu, en tout cas, ce que j'espère faire, c'est, disons, attirer un public en leur disant, ben, on fait une soirée avec des concerts et en même temps, il y a des lectures de poésie en bilingue et ils découvrent quelque chose qui serait pas forcément allé chercher. Et un dernier truc qu'on fait depuis, ça va être le troisième numéro là, je crois, qui est assez intéressant, c'est qu'on est partenaire d'une classe de l'IUT métier du livre de Tourcoing. Et en fait, on utilise ces élèves, la classe en entier, comme un membre du comité de lecture. Donc, comité de lecture qui tourne chaque année avec des membres de la revue et on a des personnes extérieures aussi qui donnent leur avis. Et en fait, ça permet à ces étudiants, à ces étudiantes de travailler sur des textes pas aboutis, des propositions. Donc, de se mettre vraiment dans la peau d'un éditeur qui reçoit des propositions, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça a priori, enfin, selon leurs profs, un intérêt pédagogique pour eux. Et ça leur fait découvrir aussi voilà, tout le travail qu'on fait. À la fin, on leur donne une revue à chacun. Et donc, c'est aussi un autre endroit parce que c'est à la fois des étudiants qui sont pas forcément intéressés par la traduction, mais ils sont quand même dans le milieu du livre. Voilà. Et donc, on essaie de croiser un peu toutes ces choses. Euh, voilà, je crois que c'était ça la question. Oui, oui, en tout cas, de voir comment c'est intéressant de voir comment ça fédère des énergies et que finalement ça met en place des actions qu'on n'avait pas imaginées au départ. Et de ce point de vue-là, justement, et je pense que je vais passer la parole à Lola Mazelba, c'est que je sais que Café travaille aussi pas mal avec d'autres éditeurs, d'autres petites maisons d'édition. Je sais que vous avez fait ou vous allez faire, je sais plus, Café Noir sur du policier. Et il y a une initiative. Ah voilà, il est là. On ne le voit pas Et très là, on le bien. Ah voit. voilà, Voilà, on l'a super. coédité avec les éditions Agulot. Voilà, Ouais. c'est encore c'est notre plus gros coéditeur.
Très bien. Bah, Et comme la question, enfin, je sais aussi que pour ces 2 journées à l'Alliance, la question justement de enfin, de la situation en Palestine, enfin, depuis enfin, octobre d'il y a enfin, trop longtemps, est importante. Je voudrais parler, en effet, donner la parole à Lola Mazelbaf, parce que je sais que les traducteurs de l'arabe de la revue Café, les traducteurs et traductrices, ont travaillé en coédition autour d'un numéro sur la poésie palestinienne. Et j'aurais aimé savoir comment ça s'est fait, comment ça s'est distribué. Et voilà, donc je passe la parole à Lola, qui doit être dans Oui, l'assemblée. merci beaucoup Nathalie. Oui, donc juste pour ajouter un tout petit point, juste sur la chose avant, peut-être que Clara aurait oublié de dire sur comment on arrive à toucher un public. C'est vrai aussi que au fil des années, et je pense que Clara est beaucoup pour quelque chose, mais on a tissé des liens très forts avec certaines librairies et c'est vrai qu'on s'appuie aussi énormément sur le travail des libraires pour diffuser notre travail et aussi créer des événements. Et pour ce qui est de la poésie palestinienne, en fait, c'est un projet qui est né, donc cette idée de monter un... Au début, c'était l'idée de faire un petit livret de poèmes de Gaza traduits depuis l'arabe vers le français. Et c'était un petit peu en parallèle de la préparation du coup du numéro 7 qui était autour du thème des résistances. Donc à la fois parce qu'il y avait cette occasion thématique qui ouvrait une porte via la revue, et aussi, je pense que ça répondait à un besoin personnel et qui finalement s'est retrouvé partagé avec mes autres collègues d'agir en fait, enfin, de trouver le moyen de transformer ce sentiment de désespoir en quelque chose de concret qui nous permettait de nous sortir de ce sentiment d'impuissance. Et finalement, le projet a beaucoup évolué. Donc, en gros, c'est une coédition qu'on a fait entre donc Café et une autre association qui n'est pas une maison d'édition, mais qui est la BAM, qui est la Bibliothèque arabe associée de Marseille, qui est une association dans le quartier de Noailles. Et en fait, ça s'est fait avec eux. C'était très informel, mais en fait, c'est surtout que moi, en gros, j'ai surtout contacté d'autres traducteurs et traductrices de l'arabe que je connaissais, en leur expliquant un petit peu mon idée et en leur demandant si ils étaient intéressés à se joindre à moi pour ce projet, en sachant que j'avais pas une idée très claire de ce qui allait se faire. Et en fait, voilà, c'est les personnes qui avaient du temps, qui avaient la disponibilité et l'énergie à mettre là-dedans. En fait, c'est avec ces personnes-là qu'on a imaginé le recueil. Donc finalement, on était parti sur l'idée d'un petit fascicule qu'on préparait à l'occasion du marché de la... Ah oui, donc ça c'est le deuxième gros point phare de ce projet, c'est quand même que la Palestine était à l'honneur. Donc la poésie palestinienne était à l'honneur au marché de la poésie en juin à Paris. Et donc il y avait eu l'idée de préparer une sorte de petit fascicule pour faire lire de la poésie gazaoui à l'occasion du marché de la poésie et qu'ensuite ce petit fascicule pourrait être glissé dans les numéros de café s'il en restait éventuellement. Voilà, donc de petits fanzines, on est passé à un recueil physique qui finalement fait 100 pages et qu'on a relié à la main parce parce que c'était finalement pas si facile que ça de se restreindre. Donc il y a les textes de 7 poètes et poétesses, on voit très mal à l'écran, je suis vraiment désolée. Donc, il y a leur nom sur la couverture et donc ça fait 100 pages parce qu'en fait, c'est entièrement bilingue. Donc, de l'autre côté, voilà, c'est en arabe, donc ça se rejoint un peu en miroir. Donc, je pense que voilà, ça a été très collectif. C'était un moyen de créer des liens avec d'autres personnes dont c'est la profession de traduire de l'arabe qui partageaient les mêmes sentiments. Mais aussi, je pense, ce qui est très important, c'est que ce sont tous, enfin, tous les poètes qu'on a traduits, ce sont des personnes contemporaines, vivantes donc avec qui on est rentré en contact. Et je pense que ça, c'est vraiment enfin, le lien avec les écrivains et les écrivaines, le fait de nouer une relation avec ces personnes, de travailler sur leurs textes et de leur faire sentir que leur voix était entendue et était diffusée. Je pense que c'est vraiment le cœur du projet et c'était vraiment le plus important pour nous. Et dans un deuxième temps, c'est vrai que là encore, la force du collectif, c'est que euh,
une fois la traduction faite, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des membres de la revue Café pour la fabrication, en fait, le côté très pratique, parce que du coup, on a imprimé en risographie à Lille, donc on a tout imprimé à la main et fait massicoter et relié. Donc on a fait 200 exemplaires, ce qui n'est pas énorme, mais qui finalement a pris quand même 3 journées complètes à 5, 6, voire 10 personnes pour une journée. Et donc je pense que ça aussi, c'était quelque chose de très réconfortant, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, mais le fait de faire quelque chose et que même les personnes qui n'ont pas forcément traduit, et je pense que ça, là, ça rejoint aussi quelque chose du collectif de café, où finalement, beaucoup de personnes sont impliquées dans le processus de création de l'objet final. Sans forcément traduire. Il y a des personnes qui traduisent des textes, il y en a d'autres qui sont très investies dans les relectures. Euh, et après, il y a aussi tout le fonctionnement global de l'association. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup, Lola. Je crois que c'est, enfin, personnellement, je trouve que c'est très beau quand même de réussir à faire quelque chose dans des temps qui sont assez difficiles et je pense que ça ressort très bien de ton intervention, de dire que bah voilà, il y a quand même des poèmes des poètes, des poétesses et leur voix peut être quand même entendue étant donné bon bah, avec les moyens qu'on a et ça c'est déjà magnifique. Alors parce que je sais que le temps est quand même un peu compté et qu'on a plein de choses à discuter. Alors pour c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais pour le public on va réserver un petit temps en fin de rencontre pour vous permettre de poser toutes les questions que vous voudrez aux intervenantes. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là. Et je voudrais me tourner vers Sylvia, en fait, pour c'est-à-dire prendre un premier cas d'étude dans des contextes, en fait, où, parce qu'en France, évidemment, on a une domination de certaines langues et c'est la domination du marché, je dirais, hein, qui est structurée comme ça, mais on est encore libre d'éditer, voilà, avec ses propres moyens comme on le souhaite. Mais en Russie, c'est quand même assez différent. Il y a des récentes lois qui ont quand même largement restreint, je dirais, la liberté d'éditer, même si bah, tu nous le diras mieux, mais je pense à tout ce qui est loi contre la propagande LGBT, le fait que j'ai lu récemment, grâce à toi, que enfin, que le féminisme maintenant était classé parmi était considéré comme une idéologie extrémiste. Et donc, je voulais voir avec toi, Sylvia, quels sont les interstices en fait qui sont laissés libres et comment s'organise, je dirais, le champ littéraire en Russie pour bah, laisser entendre justement des voix soit dissidentes, soit qui ont envie de dire enfin, de ne pas être sur la droite ligne, on va dire, du discours, en tout cas de la politique officielle. Voilà. Merci Nathalie. Alors je vais peut-être effectivement rappeler un petit peu les lois, le cadre légal. Euh, alors il y a plusieurs lois qui ont été mises en place, donc il y a tout un ensemble de lois qui désignent en fait enfin, des personnes et des pensées comme criminelles ou en tout cas illégales. Donc ça désigne tout ce qui est propagande LGBT. La loi date maintenant de quelques années. Et ça désigne aussi maintenant le féminisme qui est considéré comme une idéologie extrémiste. Il y a des lois aussi qui visent certaines personnes. Alors souvent, c'est des personnes qui justement ont des liens avec ces idéologies, entre guillemets, notamment toutes les lois autour des agents de l'étranger. Et donc, être désigné comme agent de l'étranger, ça implique tout un ensemble de contraintes légales, et notamment des contraintes en termes de diffusion de la parole et de la pensée. Donc, tous les livres, par exemple, qui étaient écrits par des agents de l'étranger ou des agentes de l'étranger, sont des livres qui doivent être, enfin, qui ne peuvent être vendus que dans certaines conditions, avec un bandeau qui dit que c'est écrit par un agent ou une agente de l'étranger, et avec parfois des cas de zèle de la part des plateformes de diffusion, enfin l'équivalent russe d'Amazon, ou de la part des libraires qui vont, par exemple, enfin c'est une image qui a beaucoup circulé, je pense, dans les milieux russes exilés, qui vont mettre sous papier craft ces livres pour qu'ils ne soient pas feuilletables en librairie. Donc ça, c'est pour les lois. Ces lois, elles ont mené à un certain nombre de procès, enfin deux procès notamment, enfin disons, punitions légales. Une pour un livre qui s'appelle Un été en cravate de pionnier, qui a été traduit en français,
qui parle d'une histoire d'amour entre deux jeunes pionniers, donc équivalent des scouts en URSS, et qui a déchaîné les passions, enfin la colère des milieux d'extrême droite, et qui a entraîné donc des poursuites contre les autrices, et aussi une pièce de théâtre qui a été punie, enfin c'est le premier cas de punition, enfin de procès sur un texte depuis la période soviétique. Donc c'est pas les autrices, enfin les autrices sont pas punies pour leur prise de parole publique, mais sont punies pour le texte qu'elles ont écrit, qui a été jugé comme encourageant l'extrémisme islamiste et le féminisme en même temps. Euh, donc comment on contourne ça? On contourne ça déjà en passant par des choses qu'on connaît depuis la période soviétique. Alors on n'est pas du tout encore dans un cas de censure soviétique, mais puisqu'il n'y a pas d'institution de censure centralisée, c'est beaucoup d'autocensure, mais on peut quand même, enfin il y a quand même une forme de censure et on la contourne par des éditions en ligne. Donc c'est ces éditions qui sont souvent basées à l'étranger, qui éditent des livres électroniques, c'est-à-dire faciles à diffuser, à télécharger, souvent via un VPN malgré tout. Et donc ça contourne le problème du passage de la frontière pour de grosses quantités de livres, qui poserait des questions de douane, de vérification, d'importation. Ça le réduit même en termes disons, d'achat individuel, puisque maintenant ça devient très très cher de faire venir les livres de Russie, et ça devient très très cher aussi de les faire venir en Russie. Donc ça contourne ce problème-là. Après, il y a aussi autre chose, c'est que de ce qu'on peut observer maintenant en Russie, la censure, ou disons les poursuites légales, euh, les soutiens du gouvernement de Poutine à la justice russe n'a pas le temps de tout lire, étant donné qu'il n'y a pas d'institution centrale de censure, donc ils ne lisent pas. C'était déjà le cas des censeurs soviétiques, ils lisent pas ou ils lisent mal. Et jusqu'à présent, sauf le cas de cette pièce de théâtre qui a fait l'objet d'un procès, les personnes qui étaient déclarées agents de l'étranger ou agentes de l'étranger étaient des personnes qui avaient pris la parole publiquement sur leur prise de position, enfin sur leur position enfin, vis-à-vis de la guerre, sur leur position vis-à-vis du féminisme, et donc qui se rendaient vulnérables de cette manière-là. Tant que la prise de position ne se situe que dans les livres, il reste possible d'exprimer un point de vue opposé à la guerre et un point de vue féministe, avec beaucoup, beaucoup de limites. C'est-à-dire qu'il y a déjà une autocensure des éditeurs qui peuvent être très frileux maintenant à accepter ce genre de livres. Tu m'interromps, Nathalie, quand je suis trop longue. Euh, et qui donc vont favoriser des autrices ou des auteurs qui ont déjà une grosse visibilité ou une grosse reconnaissance littéraire. Donc ça nuit en gros aux auteurs ou aux autrices débutants. Euh, et moi, ce que j'ai remarqué en lisant ces textes qui sont, alors c'est l'objet d'un travail en cours, en lisant ces textes qui sont des textes contestataires contre l'autoritarisme, contre la guerre, c'est qu'il y a des gros angles morts. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme d'autocensure de la part des auteurs ou des autrices, ou alors c'est un angle mort, vraiment quelque chose qu'ils ont intégré. Par exemple, il n'y a pas de représentation de l'ennemi dans cette guerre, l'ennemi entre guillemets, donc des Ukrainiens. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont anti-guerre, par exemple, en invisibilisant complètement, pour plein de raisons qu'on pourrait développer plus tard, en invisibilisant complètement les premières victimes de cette guerre, à savoir les Ukrainiens, les Ukrainiennes. Je m'arrête là. Merci, j'ai des petits problèmes avec mon micro. Euh, et moi, je me demandais quand même, puisque comment sont investies ces zones un peu de flou, en fait, parce que donc on a parlé de tout ce qui est publication numérique. J'imagine qu'en effet, et ça c'est vrai que, enfin, on va dire que la Russie a une longue tradition, si on peut dire, quand même, mais de publication à l'étranger. Et comment ça s'est restructuré selon un peu des réseaux identiques entre les samizdat, donc les samizdat, c'est sous le manteau dans le pays, si je ne me trompe pas, et les tamizdat qui sont à l'étranger. Julie m'a dit qu'elle ne pouvait pas parler malheureusement, mais c'est vrai qu'elle a fait un très beau travail de traduction sur ces poèmes anti-guerre en fait en russe. Et si toi tu peux savoir un peu quand même comment ça, enfin nous dire comment ça a circulé et est-ce qu'il y a des logiques de réseau quand même qui se mettent en place? Euh,
Oui, absolument. Bon, déjà, il y a eu une vague d'émigration massive après le début de la guerre. Donc, une première vague immédiatement après le 24 février, une deuxième vague en septembre à l'annonce de la mobilisation. Donc, ça fait qu'il y a une masse, enfin, de Russes émigrés dont une partie qui sont des éditeurs, des éditrices, des écrivains, des agents, des écrivaines, et des agents et des agentes littéraires. Donc, il y a eu un départ d'une partie de ce milieu littéraire-là qui s'est réorganisé en partie autour de librairies enfin surtout de librairies en réalité, dans les grandes villes d'émigration pour cette émigration-là, c'est-à-dire Tbilissi, Tel Aviv, Berlin en partie aussi, et Riga. Et donc dans ces villes-là sont nées et Prague, je crois. Dans ces villes-là sont nées, enfin c'est souvent à ces villes-là que sont associées les maisons d'édition qui sont nées à nouveau, on va dire, qui sont nées à nouveau après le 24 février. Donc par exemple, il y a Babel Books qui est liée à Berlin, à Tel Aviv. Euh, à Prague, il me semble que c'est une édition qui s'appelle Shelf. Euh, à Riga, il y a les éditions Medusa qui sont adossées aux médias indépendants Medusa. Donc ça s'est réorganisé comme ça et c'est souvent aussi des lieux enfin, où vont se mettre en place des réseaux d'écriture, des ateliers d'écriture. Parfois, ces ateliers d'écriture sont adossés à une telle maison d'édition à l'étranger, enfin en ligne ou telle autre. Donc ça se réorganise, mais de fait, ce à quoi ça a mené, c'est quand même un éclatement du lectorat. Enfin, enfin, je pense que, enfin, ça se recoupe en partie, mais ça circule. Enfin, ça circule beaucoup moins bien, déjà parce que pour des questions de VPN, mais aussi parce que ces nouveaux textes produits à l'étranger parlent d'une expérience d'émigration qui est parfois inaudible, voire scandaleuse, y compris pour des Russes qui sont restés en étant contre la guerre. Dire que voilà, c'est les problèmes de gens qui trouvent pas d'appartement et qui vivent dans un pays non totalitaire. Bon, c'est pas très intéressant pour les Russes de l'intérieur. Voilà. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Xenia pour le cas du Tibet. Le cas du Tibet est assez, enfin, est assez intéressant parce que lui, on peut dire que quelque part, mêle une double domination, c'est-à-dire qu'il y a une domination politique de la Chine sur le Tibet déjà, avec, enfin, je dirais, bah, justement, une surveillance, il faut avoir des autorisations pour publier les ouvrages, et le fait qu'aussi, le tibétain est une langue qui bah, est aussi en situation de minorisation, même si elle est largement parlée, mais moins enseignée. Et j'avais très envie justement de parler, enfin, que tu nous parles cet ouvrage, Joie et peine de l'enfant Natsang, parce que, en fait, de nous expliquer pourquoi, pourquoi ce livre a eu un tel succès, ce qu'on va comprendre, mais aussi comment il a réussi finalement, parce que lui, il a été publié légalement, à passer en fait à travers finalement un système voilà, on aurait pu penser qu'il n'aurait pas laissé passer un tel ouvrage. Donc déjà, nous raconter un peu l'histoire de ce livre. Alors, je vais essayer. Merci Nathalie. Euh, pour répondre à cette question, donc du coup, effectivement, moi j'ai consacré ma thèse à l'étude de la publication, des circulations, des réceptions de ce récit d'enfance autobiographique qui s'intitule donc Joie et peine de l'enfant Martin, qui est paru en 2007 en Namdo, donc dans le nord-est du Tibet, dans la ville de Xining. Alors peut-être avant de répondre directement à la question effectivement, il s'agissait pas d'une publication illégale, contrairement à ce que beaucoup de lecteurs ont d'abord pensé à la lecture de l'ouvrage, qui, comme l'a dit rapidement Nathalie en introduction, touche à des événements qui sont, dont le récit est un peu banni de l'espace public à l'année 58 euh, en Amdo. Donc, pour beaucoup de lecteurs, à première vue, il ne pouvait s'agir que d'un ouvrage illégal.
Alors peut-être qu'il faut préciser, juste pour donner un tout petit peu plus de contexte, c'est qu'en République populaire de Chine en général, pour un livre, euh, comment toute publication légale destinée à une commercialisation auprès du grand public doit être dotée d'un ISBN. Et un ISBN ne peut être obtenu qu'au terme d'un processus assez contraignant, qui dure au minimum plusieurs mois, et qui implique nécessairement la médiation de maisons d'édition qui sont reconnues par l'État. Ces maisons d'édition, à leur tour, vont, pour chaque ouvrage qu'elles incluent dans leur projet de publication, solliciter un numéro ISBN auprès d'une administration de niveau national. Euh, En Chine, dans les années 2010, en tout cas au moment où j'ai fait mon enquête, alors ça, j'ai peut-être pas les tout derniers chiffres, il y avait en tout en Chine 8 maisons d'édition qui étaient habilitées à publier en tibétain, dont deux dédiées exclusivement à des publications relevant de la recherche, donc puisque le périmètre de l'activité de chaque maison d'édition est aussi défini par l'État. Donc il y avait six maisons d'édition publiant en tibétain légalement en Chine qui pouvaient publier, on va dire pour aller vite, de la littérature. Euh, à cette époque-là, dans les années 2000 jusqu'en, on va dire, 2008-2009, il y avait aussi beaucoup de publications qu'on qualifie souvent pour aller un peu vite de privées ou de non officielles qui circulaient sur le marché, c'est-à-dire d'ouvrages qui étaient publiés à compte d'auteur, donc sans solliciter un ISBN auprès d'une maison d'édition. Et les autorités se montraient, semble-t-il, relativement tolérantes vis-à-vis de la circulation de ces écrits, euh, dont il faut préciser qu'il ne s'agissait pas uniquement de publications politiquement sensibles. En fait, pour un auteur qui souhaitait à l'époque publier un ouvrage en tibétain, il pouvait y avoir plusieurs raisons de ne pas passer par une maison d'édition d'État, donc officielle, bien que ça implique toujours des risques, puisque c'est une pratique illégale, mais c'était aussi souvent moins onéreux, plus rapide, moins contraignant. Euh, alors Narsang Nulo, qui a donc écrit donc un récit d'enfance autobiographique qui constitue un témoignage sans précédent sur l'année 1958 en Amdo, euh, a en fait d'abord sollicité, il espérait pouvoir obtenir un ISBN auprès d'une maison d'édition, de sorte à diffuser son livre de façon absolument légale et ouverte par les réseaux commerciaux de la librairie. Euh, mais d'après ce qu'il m'a raconté, voilà, les maisons d'édition sollicitées tardaient à répondre, sans donner vraiment de réponse claire, remettaient toujours à plus tard une réponse. Et donc Narsanoulo, craignant finalement en fait, que son manuscrit soit interdit avant même d'avoir été publié, euh, s'est tourné vers un autre type d'autorisation qui s'appelle, alors c'est un peu technique, mais une autorisation à imprimer, euh, qui est attribuée en Chine à une très grande diversité d'écrits, mais qui sont réservés à un usage qualifié de interne. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'édition Neipu. Narsang Nulo a sans doute pu faire ça parce il avait derrière lui une longue carrière de fonctionnaire, notamment dans les institutions judiciaires. Donc il connaissait bien un peu, on va dire, les rouages du système. Et donc c'est un peu sa position de personne interne à ce système qui lui a permis de trouver cette solution et de mener à bien son projet de publication. Donc effectivement, Joie et peine de l'enfant Nartsang est paru en 2007 avec une autorisation à imprimer. Euh, voilà, et s'est retrouvé, on ne sait peut-être pas très bien comment, mais s'est retrouvé dans des librairies privées tibétaines et a tout de suite rencontré un immense succès auprès du public.
Merci, Xenia. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc il a vraiment eu, enfin, on voit dans tous les articles qui ont pu être écrits et que j'ai lus, combien il a complètement rencontré un public qui disait que oui, il n'y avait rien d'écrit là-dessus et que soudain, ça devenait possible de le mettre en mots. Et j'ai lu aussi que du coup d'autres auteurs avaient écrit sur la même période. Alors je ne sais pas si c'est tout de suite après ou non, mais qui eux avaient eu du coup beaucoup plus de problèmes, on va dire. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est une vigilance accrue du fait que ce livre avait pu circuler ou que au contraire ces livres-là avaient cherché une autorisation, enfin officielle, je pense pas, mais en tout cas. Euh, Est-ce que dans la situation actuelle, finalement, le contrôle s'est un peu renforcé? Euh, alors, pour le dire en un mot, oui, en tout cas, d'après ce que j'ai pu observer dans les librairies sur le terrain, dans le début des années 2010 et d'après ce qu'on continue à lire dans la presse tibétaine d'exil notamment, effectivement, depuis 2008, donc année où la Chine accueillait les Jeux Olympiques à Pékin et où aussi ont éclaté des manifestations sans précédent à travers l'ensemble du plateau tibétain, un contrôle accru s'exerce dans le domaine de l'édition et de la librairie. Alors, vous parliez d'autres ouvrages qui traitaient, alors on pourrait en citer plusieurs, mais si on se limite à des ouvrages traitant comme Joie et peine, de façon, on va dire, frontale de ces événements de 1958, euh, il y en a deux ou trois qui sont parus, en fait, juste après Joie et peine, en Amdo. Euh, Deux étaient plutôt des recueils d'interviews transcrites qui avaient été conduites par un moine, Shamdo Linsang, auprès de personnes âgées de sa communauté, notamment au sujet des événements des années 50 et 60. Euh, C'était deux petits recueils qui ont été publiés sans ISBN euh, et qui ont assez vite été retirés de la circulation. Et Shamdo Lenzang a lui-même été détenu de façon extrajudiciaire pendant plusieurs mois. Et d'après euh, les nouvelles qui ont circulé par la suite, il était vraiment dans un état de santé déplorable quand il a été relâché. Euh, un autre ouvrage qui est paru, dont des extraits étaient parus avant 2008, mais qui est sorti sous forme de livre en 2009, c'est le roman Tempête rouge de Tseling Donjup, qui a été traduit en français par Françoise Robin, ici présente, donc une traduction parue aux éditions Piquier. Euh, voilà, et donc une traduction en anglais est parue récemment aussi aux États-Unis. Là, il s'agit d'un roman historique. euh, comment dire, sans vouloir prendre trop de temps, mais Tseling Donjup travaillait aux archives du district de Mhalo avant d'écrire son livre, conduit de nombreux entretiens avec aussi des témoins de l'époque, des survivants. Et donc, comme il a eu l'occasion de le dire dans des entretiens, rien n'est inventé en fait dans ce roman. Euh, Lui aussi a été puni en quelque sorte, mais les autorités ont incriminé l'auteur en mettant en avant le fait que cette publication ne disposait pas d'un ISBN, mais sans parler officiellement du contenu de l'ouvrage. Donc là, on voit aussi que les lois, les règlements ne s'appliquent pas de façon systématique en Chine. Et je terminerai juste en disant que Narsang Nulo, au moment de publier son livre avec cette autorisation imprimée de type interne, qui finalement semble avoir protégé à la fois l'auteur, son texte, peut-être même les lecteurs qu'on n'a jamais pu accuser de détenir un ouvrage illégal, Narsamulo, avant la publication, était très inquiet et se demandait si lui-même n'allait pas se faire arrêter ou avoir de graves problèmes suite à cette entreprise de publication. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, merci. Et alors, je ne sais pas si Valentina, je sais qu'elle avait une connexion un peu compliquée, mais est encore là parce Mhm. que du coup, je trouve que Oui, c'est assez intéressant si elle est là de lui passer la parole, puisqu'elle a travaillé, elle, sur du coup une poétesse et écrivaine qui finalement était, on va dire, assez en place, hein, Tsering Wasser, et qui, à partir du moment où elle a commencé à s'intéresser vraiment de près, je dirais, à la situation du Tibet, et qu'elle a commencé à écrire, s'est finalement retrouvée dans une situation difficile. Elle a perdu son poste. Donc, je ne sais pas si Valentina est encore là pour nous parler de cet exemple ou pas. oui, oui. En fait, Super. j'ai une connexion, bonjour, j'ai une connexion instable, mais là, ça va. Donc, j'espère pouvoir parler sans interruption. Alors, merci déjà pour l'invitation à Françoise, à Robin et à vous. Oui, justement, je peux me relier à ce, effectivement, ça, c'est un terrain commun aux autres interventions et aussi à l'intervention des Xenia. Alors, effectivement, Shering Ozer, c'est une poétesse et essayiste tibétaine qui, effectivement, montre déjà porte avec soi un certain paradoxe parce que c'est une personnalité qui est influente et connue à l'étranger, très appréciée dans la diaspora tibétaine également, qui est, malgré le fait d'être une écrivaine qui est à la marge du système chinois, d'où les paradoxes, parce que elle est complètement exclue du système littéraire actuellement depuis 2003 précisément. Donc, depuis la publication de Sidam Pidi, qui est traduit comme note paradoxale, mais qui a, on peut dire, la chance de un peu longue moyenne. Ah, il y a. Est-ce que c'est. La connexion est un Vous peu instable, m'entendez? donc ça a coupé, mais si ça reprend, on Et va. ben oui, si ça répond. Oui. Euh, je ne sais pas donc jusqu'à où vous avez entendu. Sur le fait qu'elle était quand même en effet dans une position paradoxale, c'est-à-dire à la fois bien, Oui, enfin, voilà. oui, oui, exactement. En fait, connue et se trouve donc dans cette situation paradoxale. Elle est bien connue à l'étranger, chez nous, mais en Chine reste dans cette position marginale. Évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça parce que son parcours est très intéressant à mon avis. Parce que c'est une poétesse qui a débuté dans le cercle de Chengdu au Sichuan, et elle a commencé effectivement à publier dans le cercle plutôt que tu as mentionné de l'édition non officielle, de la poésie non officielle. En particulier, elle publiait dans la revue Fei Fei, donc publiait notamment une poésie plutôt iconoclaste d'un point de vue du langage, accueillait pas mal de poétesses femmes que la poésie en Chine, dans les centaines de revues qui avaient émergé, les revues de poésie non officielles, on trouvait quand même pas mal de noms de hommes, de poètes hommes. Donc les femmes étaient déjà assez à la marge normalement dans le système. Et donc, on retrouve, elle avait commencé comme ça, donc effectivement dans ce milieu, pour donner une idée, la poésie non officielle, ça pourrait être rapproché justement du samizdat en Union soviétique. Donc, c'était une poésie qui circulait de façon clandestine. Donc, pour dire, on est trouver ce type d'ouvrage de revue dans une librairie. On ne pourrait pas les commander en ligne comme on pourrait faire actuellement avec d'autres ouvrages de littérature en chinois. Le particularité de la différence avec d'autres auteurs tibétains est que Tsering Ozer écrit en chinois, donc elle écrit dans la langue du dominateur, on va dire. Donc elle se trouve dans cette situation qui est pour elle assez
lui provoque des fois un sentiment de honte, donc de se trouver donc à écrire, donc de montrer ses grands engagement pour le Tibet, mais d'écrire dans une langue qui est celle qui est celle qui l'a privé en fait de la visibilité en Chine. Donc, si on veut dire la particularité de Ozer est que désormais se présente comme une femme qui pose plusieurs défis à un système éditorial très rigide qui censure évidemment un défi qui est politique parce que c'est un défi elle a désormais le système avec son engagement ouvert pour les Tibet et qu'elle a assumé, intensifié depuis les années 2000. Et pour aller en contre-courant d'une narration nationaliste chinoise, comme c'est désormais le cas. Et elle pose aussi un défi en termes de visibilité, en fait, dans ces systèmes éditorial qui la relègue à occuper un rôle minoritaire, donc en marge, qui donne aussi un rôle minoritaire à la poésie. Donc, elle montre une double défi sur ça, parce qu'elle écrit aussi des poèmes, ce qui est globalement est assez est un genre, on va dire, beaucoup moins lu que le roman et la prose. Et un autre fait intéressant de Théoser est qu'elle se rapproche, même quand elle écrit de la prose, elle n'écrit pas une prose, on va dire, comme un roman ou un récit, mais elle s'est rapprochée notamment d'un genre très particulier, que c'est justement les notes, ceux qui ont traduit comme les notes, mais sont les PG, que on pourrait plutôt, que c'est un sous-genre du xiaoshuo, un autre genre en Chine, mais qui, à l'époque en fait, dans l'ère dynastie, était un genre très marginal. Et les auteurs de xiaoshuo, même si aujourd'hui on les traduit comme romans, ce n'était pas tout à fait ça, c'était quelque chose de péjoratif. Les auteurs, autrices de xiaoshuo ou de piji ne se signaient pas utiliser de pseudonyme donc personne n'aurait eu le courage de se montrer, en fait, de se signer pour un genre qui avait si peu de prestige à l'époque. Donc, elle se rapproche plutôt de ce type de prose qui est effectivement aujourd'hui une sorte de miscellanée, une écriture que moi je dirais plutôt anecdotique, où on peut trouver des récits de voyage, on peut trouver des notes biographiques, où on peut trouver aussi des réflexions qui partent, qu'elle développe, mais qu'après elle ne répond pas. Et évidemment aussi des récits, par exemple, dans certains écrits, elle va vraiment faire des récits qu'on dirait plutôt ethnographiques. Donc, elle met vraiment toute cette miscellanée, c'est une prose assez particulière. Donc, c'est intéressant le fait qu'elle s'est toujours approchée de ceux qui étaient déjà minorés ou marginal dans le système littéraire officiel. On pourrait dire bien sûr bien d'autres choses, mais je pense avoir, je sais pas si dans les temps, pour laisser les temps aux autres intervenants, surtout si ça s'entend bien parce que c'est difficile. Merci beaucoup, Valentina. Ouais. C'est vrai que là, ça fait 1 heure finalement qu'on a. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être poser une question à toutes les intervenantes. Vous répondez si vous avez quelque chose à dire avant de poser, de passer la parole à l'assistante. D'autant plus qu'il y a il y a quand même des éditeurs parmi les gens, je le vois. Donc, s'ils ont peut-être des questions vraiment à vous poser. Moi, c'était plus une question d'ouverture sur dans des périodes en effet comme celle-ci où c'est pas toujours évident. Voilà, de trouver les interstices, en fait, les failles par lesquelles s'exprimer. Qu'est-ce que vous voyez dans les marchés sur lesquels vous travaillez, hein, que ce soit en Russie, que ce soit au Tibet ou ailleurs, et peut-être la place de la traduction, justement, dans cette façon de faire entendre des voix, parce que finalement, il y a beaucoup, énormément de traducteurs et traductrices parmi vous. J'ai vu que justement, vous, Valentina, vous aviez traduit quelques poèmes de Tsering Wasser. Et voilà. Est-ce que aussi la place de l'espace taïwanais dans la redistribution peut-être d'une littérature un peu différente? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une géographie
éditoriale qui permet de prendre le relais de ces voix qui ont parfois du mal à se faire entendre? C'est une question qui s'adresse à toutes. Vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Alors, ma question n'était pas claire du tout. Du coup, personne n'a envie de répondre. Bon, mais si Si vous personne, voulez, je peux dire. Ah oui, ah oui, vas-y, Xenia. non, mais c'était juste comme personne ne répondait, juste à ajouter un élément. euh, par rapport aux failles, aux interstices, voilà, dans un système politique tel qu'est la Chine aujourd'hui, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que des décisions officielles peuvent s'avérer réversibles aussi, et ça, Valentina pourrait en parler, puisque cet ouvrage de Tselling Sage, Notes sur le Tibet, avait d'abord été publié de façon tout à fait, si je me trompe pas, de façon tout à fait légale en Chine par une maison d'édition avec un ISBN, et c'est seulement par la suite en fait qu'il a été interdit et que ben, je crois que Tselling le publie maintenant principalement à Taïwan, et c'est vrai que ça, si je peux poser des questions, je me pose un peu la question de la circulation de ces publications-là, notamment en format Oui, oui, papier justement, en c'est Chine. effectivement important de le dire. Effectivement, merci de me l'avoir rappelé parce que je voulais pas mentionner l'espace de Taïwan. Avant, il y avait aussi Hong Kong avant que la loi de sécurité nationale passait. Donc, pas mal d'écrivains, même non tibétains en Chine, passaient par le réseau éditorial de Hong Kong. Et maintenant, ça reste que Taïwan et l'espace, évidemment, Internet, elle est très active sur les réseaux sociaux, mais elle est déjà à l'étrangère. Concernant la publication initiale, c'est vrai qu'elle était très intégrée dans le système à l'époque. Une maison d'édition de Guangzhou avait accepté de publier son ouvrage. Donc, c'était tout à fait, effectivement, c'est un système qui a des failles. Des fois, beaucoup de chercheurs se sont demandé, on se demande beaucoup dans les études chinoises si effectivement on laisse passer certains ouvrages pour les cibler finalement. C'est un peu ça aussi la question concernant la faille du système, qui n'est pas des fois fait exprès pour cibler certains artistes et donc aller les individuer. À Auxerre, elle a raconté dans une interview qu'elle a publiée sur Instagram toute la procédure. Et effectivement, c'était quelque chose qu'elle rapprochait de la révolution culturelle parce que les autorités lui ont demandé véritablement de rectifier la version de l'histoire tibétaine en exerçant beaucoup de pressions. Ils ont même écrit à sa famille. Euh, donc, elle a reçu beaucoup de pressions et finalement, elle aurait dû céder, mais elle a refusé donc d'apporter cette rectification à l'ouvrage qui lui était demandé. À partir de là, donc, l'ouvrage a été censuré complètement. J'ai essayé de la chercher. Effectivement, c'est impossible de la trouver en Chine. Même tous les poèmes, il n'y a pas de ISBN. Donc, tout et beaucoup d'ouvrages ne sont plus imprimés. Ceux auxquels on peut accéder maintenant en Chine, c'est vraiment seulement l'archive de poésie, effectivement, de ceux qui publient dans les revues non officielles. Donc, c'est les seules choses dont on a une trace techniquement en République populaire de Chine actuellement. Le reste, on doit passer par les publications taïwanaises, effectivement. Merci. Du coup, il n'y a pas d'autres réponses. Moi, je ne sais pas, Sylvia, si justement tu avais parlé pour les poésies anti-guerre que c'était passé par télégramme. En fait, peut-être savoir si, du coup les nouvelles technologies sont aussi un espace ou une faille dans le système ou si elles sont très contrôlées malgré tout. Alors oui, très bonne question, effectivement. Alors il y avait, enfin c'est antérieur même au début de la guerre, hein. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui s'expriment sur les réseaux sociaux, en Russie comme ailleurs. J'ai l'impression en Russie peut-être un peu plus qu'en France, même si on a André Markovitch entre autres. Mais bon, c'est un peu
un auteur semi-russe. Et donc il y avait beaucoup de publications sur Instagram, sur Facebook, sauf que Instagram et Facebook et WhatsApp, donc, mais bon, qui permettent pas ce genre de publication, c'est maintenant considéré comme des organisations non souhaitées, c'est le terme utilisé en Russie. Donc c'est bloqué, c'est sous VPN, et Telegram entretient un rapport pas très clair avec l'État russe. Donc il n'y a pas de sécurité. Disons, c'est pas une manière de passer sous le radar, c'est une manière au contraire d'avoir une forme de publicité. Ça reste utilisé, mais par des personnes qui sont déjà à l'étranger ou avec une visibilité réduite. Et ça pose, alors c'est pas tout à fait la question de la table ronde, mais ça pose des questions très intéressantes en termes d'éthique de la recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut analyser, utiliser un post Instagram ou un post Telegram, même s'il est techniquement public, mais la chaîne a 500 abonnés, par exemple. Donc ça tirerait ce poste de sa non-visibilité ou sa visibilité réduite, et en plus ça l'interpréterait. Donc voilà, ça pose plein de questions intéressantes. Euh, donc voilà, pour résumer, ça reste un lieu d'expression, oui, c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Je passe peut-être la question, enfin la parole à l'assistance maintenant. Je pense que ben, si vous avez des questions à poser, j'aurais tendance à dire très ouvertes, hein, de toute façon. Vous êtes les bienvenus. Alors, moi, c'est pas une question. Oui. C'est une question, c'est une remarque à Valentina, parce que je trouvais ça intéressant. Euh, le fait que la censure chinoise s'exerce sans dire ce sur quoi elle s'exerce. Enfin, vu que c'est souvent comme ça que fonctionne la censure, c'était comme ça que fonctionnait la censure soviétique aussi. On pouvait pas dire qu'on censurait parce que c'était anti-soviétique, parce que même ça, c'était... Enfin, il ne pouvait pas exister d'auteurs anti-soviétiques, voyons, en URSS. Et donc le fait de passer par des détours administratifs, enfin, de dire, voilà, il n'y a pas d'ISBN. En Russie, on a aussi pas tout à fait ça, mais pour les agents de l'étranger, c'est souvent vous n'avez pas respecté le fait de mettre un bandeau qui dit que vous êtes agent de l'étranger, ou vous n'avez pas respecté les obligations de déclaration de revenus qui sont celles qui sont imposées aux agents de l'étranger. Et donc, on ne dit jamais qu'ils sont anti-guerre ou trop féministes, on dit ils n'ont pas respecté, ils sont liés à l'étranger, donc ils sont anti-Russie, et ils n'ont pas respecté telle ou telle règle. Et ça, je trouve ça... Enfin, c'est le côté très pervers de la censure, de toute façon. Voilà, c'est réaction à ce qu'avait dit Valentina. Merci. Je ne sais pas si Valentina veut ajouter quelque chose ou moi, s'il n'y a vraiment Ah, pas de... Allez-y, non, non, Valentina. moi c'est bon. Non, non, merci pour. Je laisse Je, donc la parole. je voulais juste rebondir sur ce que disait Sylvia. Dans le cas chinois, il y a des réglementations au sujet de l'édition qui sont, alors c'est compliqué de dire très clair parce que les termes laissent toujours une grande latitude d'interprétation, mais les contenus qui sont interdits sont explicitement listés. Voilà, ceux qui s'opposent aux principes fondamentaux de la Constitution, ceux qui mettent en péril l'intégrité de l'État, etc., mettent en péril la moralité publique. Alors voilà, il y a toujours une latitude d'interprétation assez importante, mais même à l'époque où je faisais mon enquête, en discutant avec des éditeurs, en essayant de comprendre quelles étaient concrètement, quelles étaient les différentes étapes pour aboutir à la publication d'un ouvrage en tibétain, les éditeurs m'en parlaient de façon très explicite. Il y a avant tout une première lecture et la première question posée, c'est le livre pose-t-il des problèmes d'ordre politique avant de considérer éventuellement sa valeur littéraire, son potentiel commercial, etc. Et si cette première lecture donne lieu à une évaluation positive, ensuite il y aura voilà, tout un processus de relecture. Euh,
Mais du coup, voilà, simplement pour dire qu'il y a quand même des réglementations assez explicites sur ce qui est interdit ou non, même si, encore une fois, elles laissent voilà, une grande latitude au niveau de l'interprétation et que les différentes maisons d'édition n'ont pas toutes les mêmes pratiques. Je... je... Bah, oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, en Russie aussi, on en a parlé, il y a ces lois enfin, que tu connais sans doute sur le féminisme et, euh, la propagande LGBT, la fameuse. Euh, mais enfin, moi, ce qui m'avait frappé, c'était sans doute enfin, la première grande action de Pussy Riot, alors qu'on sort du domaine de l'édition, mais où ce qui a été reproché, alors qu'elle disait en gros dans leur chanson, elle disait à Poutine d'aller se faire foutre, enfin, c'était pardon, concrètement ça, ce qui leur a été reproché, c'était qu'elle le fasse dans une église, et donc ça a touché la loi qui était l'offense au sentiment des croyants. Ce qui est d'une ironie, parce que c'était l'offense à Poutine, mais enfin qui posait problème. Mais voilà, il y avait cette espèce de petit détour à chaque fois de on dit pas complètement. Et puis la pièce de théâtre dont je parlais qui a fait l'objet d'un procès, elle a fait l'objet d'une analyse destructologique. C'est-à-dire qu'il y avait des experts dans une science qui s'appelle la destructologie qui ont été mobilisés, enfin fausse science bien sûr, pour déterminer ce qui dans le texte mettait en danger la société russe. Et la destructologie, c'est ça, c'est qu'est-ce qui met en danger la société russe enfin, dans un texte, dans un film, dans quoi que ce soit. Et bien sûr que enfin, cette censure est toujours formulée de façon entre guillemets positive. Voilà, ça risque de détruire la société. C'est pas le problème, c'est pas que ça veut mettre fin aux violences faites aux femmes. Mais oui, enfin, moi, je trouve ça fascinant, ces détours de la censure. Merci, Xenia. Ouais, j'ajoute juste un mot, ensuite j'arrête, mais c'est vrai qu'en Chine, on a les deux. J'ai évoqué tout à l'heure l'exemple de Tempête Rouge de Tse-Ling Dongzhup, à qui il a été reproché d'avoir été publié sans ISBN, mais on a aussi malheureusement en Chine un assez grand nombre d'auteurs qui sont emprisonnés, qui sont condamnés pour incitation au séparatisme. Donc là, voilà, on ne prend pas toujours des détours. Ouais. Même si, voilà, parfois un manuscrit qui va être jugé non publiable par une maison d'édition va plutôt dire, ah non, malheureusement, notre projet éditorial pour l'année à venir est complet, on peut pas. Donc, voilà, on trouve un peu tous les cas de figure dans, voilà, une situation qui politiquement elle-même peut changer aussi. Alors, s'il n'y a vraiment pas de questions, moi j'ai quand même envie de poser une dernière question. C'est justement comment, je dirais, les réseaux ou les solidarités à l'étranger peuvent permettre quand même de faire circuler les textes. Et je pense justement à un texte, alors le titre, je ne l'ai plus exactement, mais je crois que c'est Les Portes de la Grande Muraille, un texte chinois interdit en Chine qui avait été publié chez Zulma. Est-ce que vous avez connaissance, là, je dirais, voilà, de ce type enfin, voilà, de choses, c'est-à-dire que finalement, le texte n'est pas du tout publié sur place, mais il va passer en traduction sous pseudo, parce que là, c'est aussi encore un pseudonyme pour préserver, enfin, je dirais, l'auteur. Je crois que c'est un auteur. Est-ce que c'est courant ou pas du tout, en fait? Sachant qu'on s'adresse plus au même public, évidemment, quand on passe la barrière de la langue aussi, c'est autre chose. Hum, Xenia, je sais pas si tu avais... Bah, peut-être juste dire un mot, dans le cas tibétain, il y a toujours, il y a quand même alors quelques 100 000 et quelques Tibétains en exil. Donc pour ce qui est des publications à l'étranger, parfois des textes peuvent paraître en tibétain. Aussi en Inde notamment. Ensuite, c'est pas dit qui circule, qui retourne circuler au Tibet, ni qui touche un public international. Euh, Après, bien sûr, le travail des traducteurs permet de faire circuler les textes au-delà et Christopher Peacock, donc, qui vient de publier une traduction de Tempête Rouge, explique aussi de cette manière-là sa volonté de traduire ce roman. Et bon, Françoise Robin pourrait nous dire, mais j'imagine qu'elle avait un peu la même idée, c'est que à présent qu'il est interdit au Tibet et en Chine, c'est aussi une manière
c'est cette traduction aussi une manière de continuer à le faire circuler, alors certes auprès d'un autre public. Pour, la- Écoutez, Ah oui, oui, Valentina. oui, non, je disais, je ne connaissais pas l'auteur l'ouvrage que vous avez cité, mais pour la République populaire de Chine, effectivement, il y a pas mal, il y a des auteurs qui publient sur pseudonyme, et puis juste je voudrais attirer l'attention aussi sur le fait qu'il y a une diaspora chinoise, donc aussi à l'étranger, donc effectivement, il y a une circulation en dehors de la Chine de la République populaire, donc qui se fait en plusieurs langues et c'est souvent c'est surtout dans la diaspora aussi, on a pas mal de voix, on a des voix contestataires, évidemment. Et oui, donc je vous laisse ça. Et puis je ne sais pas si après je pouvais poser une question pour Sylvia qui m'est venue après à l'esprit, mais je pourrais la poser après. Non, non, allez-y, Valentina, profitez-en, hein. Oui, parce que pendant qu'elle parlait, j'ai eu à nouveau une coupure, donc j'ai changé des chambres. Mais et j'avais pour Sylvia, donc ça m'intéressait de savoir si cette critique envers le féminisme comme idéologie, ça avait une corrélation avec ce qui est la démonisation. Je pense surtout à la politique trumpiste, donc s'il y avait une corrélation avec cela, comme le fait que vous avez mentionné au tout début le féminisme qui est considéré extrême en Russie, ça m'avait assez touché comme réflexion. Alors, j'ai pas entendu démonisation de quoi? Il y a eu une petite coupure. Démonisation de l'idéologie woke, ce qu'on appelle woke. Ah, oui, alors ça ressemble. J'avoue que je suis pas assez spécialiste, d'ailleurs, ni du contexte français ni du contexte américain pour pouvoir dire à quel point c'est similaire. Euh, le Là où j'ai l'impression que le point d'entrée pour l'idéologie woke, entre guillemets, aux États-Unis, c'est plutôt des questions, encore une fois, entre guillemets, de race, d'ethnie, enfin, disons, de pensée décoloniale, postcoloniale, et puis surtout autour de Gaza. Euh, En Russie, le point d'entrée pour disqualifier toute idéologie qui est perçue comme venant de l'Occident, toujours entre guillemets, c'est la question de l'homosexualité. Enfin, c'est clairement ça qui gêne. Enfin, c'est ça qui est venu en premier. Le féminisme, c'est venu après. Le féminisme, ça gêne pour d'autres raisons parce que ça nuit aux politiques de natalité que l'État russe essaie de mettre en place. Mais disons, le cœur, le cœur de ce que le gouvernement russe n'aime pas dans les idéologies qu'il estime lui arriver de l'étranger, et puis c'est pas une idéologie, c'est l'homosexualité. Et vous avez cette phrase souvent parmi les propagandistes pro-Kremlin, c'est parler de Gayropa pour l'Europe. Enfin, dire, c'est un lieu Donc voilà. Euh, c'est quand même un peu plus violent aussi pour l'instant en Russie, la répression contre cette idéologie-là. Je sais pas si ça répond à votre question, Valentina. Alors, je sais pas, on a peut-être perdu Valentina en route. Oui, non, c'est vrai que je n'avais pas activé les micros. Oui, mais c'est bien. Je merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, peut-être que je vais vous remercier vraiment toutes pour bah, déjà avoir participé, les prises de parole et toutes et tous dans l'assistance. Vraiment, voilà. Et je pense que, ben, en tout cas, moi, j'ai été passionnée par tout ce que vous me disiez. Puis peut-être que ça fera naître aussi, je dirais, des réflexions
après cette table ronde, voilà. Eh ben, très bonne journée alors à toutes et tous et merci à l'Alliance de mettre en place ce festival, je dirais, tous les ans depuis, je sais plus, 3 4 ans maintenant. Voilà.